Bonjour et bienvenue sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop proposée par Poitou Presse. Chaque semaine, retrouvez notre émission et vos chroniqueurs pour aborder deux thématiques avec des invités parce qu'on aime parler d'actualité avec les gens que ça concerne directement. Alors cette semaine, nous commençons cette nouvelle année. Bonne année à vous bien entendu, et qui dit nouvelles années dit nouveaux acquis sociaux à aller chercher. Alors voilà, la question qu'on va se poser, c'est quelle lutte à venir dans l'année qui vient. Pour cela, nous avons avec nous Frédéric et Bruno du syndicat Solidaire. Ils vont intervenir avec nous durant la première et la deuxième partie d'émission. Alors, dans cette première partie, on va parler des luttes syndicales, et dans la deuxième partie, nous allons parler de cette nouvelle réforme du RSA, cette réforme qui, encore une fois, pousse les plus précaires à rester sous la pupille des patrons et du capital, ce symbole moderne de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et enfin, nous finirons avec une chronique d'Arthur qui nous parlera cinéma en rapport avec les thématiques d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer cette très belle émission, parce que qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, et certains ont peut-être souhaité fort la fin du fascisme durant les apéros de fin d'année. Alors, comme d'habitude, on n'obtient que la moitié que ce que l'on demande, comme dirait notre cher Philippe Poutou. Et nous sommes donc partis avec Robin pour discuter tout de suite maintenant de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était l'apéro l'autre jour dans Paris. Alors voilà, Robin, parle-nous un peu plus de ce qui s'est passé dans les rues de Paris récemment. Oui, exactement. Qui dit bonne année dit bonne nouvelle. Ce mardi 7 janvier 2025, la plus connue des figures de l'extrême droite en France est morte. Jean-Marie Le Pen, né en 1928, pupille de la nation, engagé volontaire en Algérie, où il reconnaîtra avoir pratiqué la torture après que le gouvernement de De Gaulle ait amnistié tous les criminels de guerre pendant la guerre d'Algérie. Il a été déporté français par un parti qu'il a confondé avec Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, Léon Gauthier, ancien Waffen-SS, François Duprat, militant néo-nazi, ou encore Roger Allandre, membre de l'OAS, l'organisation armée secrète, un groupe terroriste nationaliste qui défendait l'Algérie française, le tout bien évidemment sur le reste du parti Ordre Nouveau, un parti néofasciste et pétainiste dissous en 1974. Véritable emblème du fascisme à la française, il vola presque toutes ses idées à ses amis italiens nostalgiques de Mussolini, des slogans au logo du Front National. Donc on peut dire que la lutte contre le fascisme en France, elle n'est pas du tout finie avec la chute de cette mascotte. Non, la lutte contre le fascisme en France, elle n'est pas du tout finie. Déjà dans les idées et dans la bataille culturelle, notamment sur l'histoire du Front National qu'il faut rappeler. Et nous entendions aussi depuis les derniers jours des journalistes et des politiciens le présenter comme un politicien controversé, un adepte des dérapages télé. Or, c'est là qui est tout le problème. Au final, quand on le décrit, un dérapage, c'est s'écarter de ce qui est acceptable de dire. Cela peut arriver un soir dans un bistrot à la rigueur. Mais pour Jean-Marie Le Pen, c'est arrivé pendant 40 ans. Jean-Marie Le Pen n'a pas fait qu'un simple dérapage. Jean-Marie Le Pen est littéralement un dérapage à lui tout seul. Dès qu'il parle, il développe l'idéologie homophobe, raciste, suprémaciste, antisémite, misogyne de l'extrême droite, de sa comparaison entre les lépreux et les malades du sida, de sa comparaison entre l'homosexualité et la pédophilie, de ce qui est drôle pour quelqu'un qui défend l'Église catholique en France d'ailleurs, son humour profondément antisémite sur le ministre Durafour, qu'il rebaptise Durafour crématoire, en référence au génocide des Juifs, auquel ont participé ses collègues fondateurs du Front National, ou encore de son point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen n'a fait que vomir sa haine pendant 40 ans. Il croyait véritablement à ce qu'il disait et ne s'est jamais excusé de ses propos, puisque pour lui, il représente la réalité. Condamné plus d'une vingtaine de fois en 30 ans pour incitation à la haine raciale, négationnisme ou encore apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, après avoir édité des chants nazis, de la Waffen-SS et des discours fascistes dans sa maison de disques, Jean-Marie Le Pen ne faisait pas de dérapage, mais de la communication politique d'extrême droite, bien rodée. Et ainsi, à sa mort, du coup, des milliers de Français ont célébré sa disparition avec des apéros, des rassemblements et des feux d'artifice. On leur souhaite un bon rétablissement pour leur gueule de bois. Cependant, la mort de cette immondice humaine, de la personnification de la réhabilitation des collabos, des pétainistes, des colons, des nazis, des fascistes et de l'extrême droite post-Seconde Guerre mondiale, ne signifie pas la fin de la lutte contre le fascisme, en effet. Oui, donc là, tu nous as expliqué un peu cet abattage médiatique, mais qu'est-ce qui reste donc en France de toutes ces idées fascistes ? En France, l'extrême droite et ses idées, qui vont des groupuscules néo-nazis à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, restent une menace certaine pour la démocratie, les droits de l'homme, et un danger mortel, littéralement mortel. Déjà sous Le Pen père, le Front National était un parti de tueurs. En 1995, Ibrahim Ali, 17 ans, est assassiné dans le dos par un colleur d'affiche du Front National. Ibrahim Bourram est également tué la même année. On rappelle aussi que l'extrême droite est l'allié des intégristes religieux, car l'arme utilisée par Amélie Koulibaly, le terroriste de Daesh à l'hypercacher à Paris en 2015, était armé par un ancien candidat du Front National. C'est aujourd'hui la célébration de la mort de la personne que représentait Jean-Marie Le Pen, et du coup cette horrible face de l'humanité
suscite encore des débats dans les sphères politiques bourgeoises et notamment en haut chez les médias. Il n'en reste pas moins qu'en bas, l'extrême droite n'est pas acceptée, notamment par les électeurs de gauche, par les syndicats et par toute personne qui respire un peu d'humanité. Jean-Marie Le Pen n'était pas un tireur isolé, c'était un symbole, un porte-voix d'une menace réactionnaire, autoritaire et fasciste, qui a ensuite passé le flambeau à sa fille. Car bien que Marine Le Pen soit moins adepte des provocations à la télé et des discours ouvertement négationnistes, elle n'en demeure pas moins qu'elle répète assumer toute l'histoire de son parti et qu'elle a toujours défendu son père jusqu'à ce que le FN entame sa dédiabolisation. Aujourd'hui, des personnes qui sont condamnées ou qui ont condamné Jean-Marie Le Pen pouvaient voter pour sa fille, mais lorsqu'on regarde les archives, quels discours ont changé au final ? Aucun, en dehors des déclarations publiques. Comme je le disais, le RN a toujours gardé son idéologie fasciste et ses obsessions sur l'immigration, la sécurité, la guerre civilisationnelle. Si le FN aujourd'hui choque moins qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas qu'il s'est calmé ou qu'il s'est adouci, c'est que la société, à travers ses médias, ses décisions politiques et ses programmations, s'est rapprochée des idées de Jean-Marie Le Pen. Alors célébrer la mort d'un nostalgique de Pétain ne doit pas nous faire oublier l'importance de nos luttes quotidiennes contre l'extrême droite, car elle doit disparaître sous toutes ses formes. Ok, merci beaucoup Robin pour cette chronique. Et bien entendu, Jean-Luc Mélenchon était un lapsus parce qu'aucun gauchiste n'arrivera à la cheville d'un gros fasciste comme Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est là où j'ouvre les micros de nos différents invités, de Bruno, de Fred. Hop là, j'ouvre tout le monde. On a aussi en ligne notre fidèle chroniqueur qui ne nous lâche jamais, qui est toujours là au raccord normalement, qui nous entend, qui s'appelle Yurigan. Yurigan, est-ce que tu nous entends bien ? Ouais, je suis là en direct depuis le Lot-et-Garonne. Je suis assez loin, mais fidèle au poste. Fidèle au poste, comme toujours. Alors voilà, on a parlé légèrement de la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors, ce début d'année, on va dire qu'il commence plutôt bien pour la lutte antifasciste. Bien entendu, on ne peut pas se féliciter de la mort de quelqu'un, mais quand c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, on peut avoir un peu de joie dans nos vies. Alors voilà, comment se passe cette année ? Là, je me retourne vers vous, Bruno et Fred. Comment est-ce que cette nouvelle année de lutte commence ? C'est un peu une question très bateau pour commencer, et puis après on va approfondir. À l'Union syndicale solidaire 86, l'année elle est très chargée. Elle commence en fait dans la continuité de l'année 2024, c'est-à-dire avec des secteurs en crise et avec des grosses luttes en fait. Donc, pour présenter un petit peu l'Union syndicale solidaire 86, on rassemble environ, je crois, 23 syndicats dans différents secteurs. Donc, on représente pas mal de secteurs professionnels. Et ça fait à peu près 1 millier d'adhérents dans la Vienne. Et donc, à travers ces 23 syndicats, ces 23 secteurs différents, on voit effectivement des situations hyper variées. Ce qui nous rassemble là, aussi bien d'ailleurs au niveau local que national, c'est qu'on veut tous obtenir l'abrogation de la contre-réforme des retraites. Ça, c'est vraiment, ça n'a pas changé, on continue, on n'a pas gagné en 2023, on n'a pas gagné en 2024, on va gagner en 2025. Voilà. On va par contre essayer de changer la forme, a priori, évidemment. Nous, on pense que c'est vraiment un enjeu à Solidaire 86 d'impulser une dynamique par le bas sur ce type de lutte et de pas forcément dépendre uniquement d'un calendrier national. Donc on trouve ça super important là-dessus. Et d'ailleurs, avec d'autres organisations syndicales locales, on propose des assemblées générales locales et populaires pour travailler sur ce type de sujet et sur d'autres. Voilà. Après, on a des actualités sectorielles qui vont être un peu plus particulières. Peut-être que Bruno, tu peux parler de la fonction publique. Oui, la fonction publique, comme vous l'avez vu, en décembre dernier, a mobilisé pas mal de personnes sur le territoire. À Poitiers, ça représentait 1500 personnes qui étaient descendues dans la rue. On a remarqué que la jeunesse était avec nous, ce qui était un signal très fort, notamment quand on voit la situation du service public de l'éducation. Hein. C'est pas un hasard que le rapprochement se fait au niveau de la fonction publique. Mais la fonction publique, c'est quoi ? C'est des fonctionnaires qui servent le public, c'est-à-dire pour la plupart sans faire de distinction, sans faire de marchandisage. C'est vraiment un service public pour tout le monde, parce que le service public, c'est le bien-être de tous et de toutes.
Et le service public, justement, il y a un mois, on recevait Fabien de l'ULCGT qui nous parlait donc de la fermeture de la Poste. Comment est-ce que Solidaire justement agit pour mettre en avant ce service public ? Quels sont les moyens d'action que, bien entendu, il y a les moyens de lutte syndicale, donc les grèves, les blocus, etc. Voilà, quel est le fer de lance finalement de Solidaire pour toutes ces idées-là ? Et ben justement, si on parle du bureau de poste de Libération à Poitiers, la lutte, elle continue. Elle est entravée quand même par les responsables du quartier, de la communauté de quartier, qui sont en tendance un peu macroniste, pour ne pas dire beaucoup, qui essayent de désamorcer la lutte, mais un collectif s'est créé, il est très dynamique, il continue à revendiquer. Il y a un prochain rendez-vous le 11 janvier prochain à 10h30 devant le bureau de poste, au centre commercial du 8 mai 1945 à Poitiers. Il y a plus de 10 000 tracts qui ont été diffusés au public. On a eu une pétition qui a recueilli 8 000 signatures, ce qui est assez conséquent pour un bureau de poste. La direction de la Poste, elle continue de nier. Elle dit que ce bureau de poste ne concerne personne, mais lorsqu'on fait des études, il y a des études qui ont été faites. La Poste considérait qu'il y avait 100 personnes qui venaient au bureau de poste. Après avoir fait une enquête, on en est plutôt à 2010 usagers par jour que 100. Ouais. Donc on voit que ça c'est très large. Ça va au-delà de Poitiers, Fontaine-le-Comte, Vouneuil-sous-Biard, Croutelle. Voilà, ça irrigue très loin au niveau de la population. Yuri Gant, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit un tout petit peu avant par la première personne qui s'est exprimée. Fred. En ce qui concerne du coup le combat sur les retraites. Après, on pourra revenir à la Poste. J'ai autre chose à dire. On a un combat ici dans un village où j'habite. Mes parents habitent dans le Lot-et-Garonne, mais il y a un combat qui est un peu similaire. Mais donc, par rapport aux retraites, moi, ça me fait penser, c'est un concept que j'aime bien mobiliser, mais donc c'est la fenêtre d'Overton. On en a parlé dans une des précédentes émissions. Ce qu'on voit, c'est que, donc, je fais le parallèle avec la chronique de Robin. Comme il l'a très bien rappelé, les propos de Jean-Marie Le Pen, ils choquaient il y a 30 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, en fait, les propos de l'extrême droite, ils choquent beaucoup moins quand ils sont invités sur les plateaux. Non pas parce qu'ils ont vraiment changé de discours, mais plus parce que le discours s'est normalisé et parce qu'en fait, à force de tenir des propos outranciers, il y a un décalage de ce qui est acceptable de dire dans l'espace public. Et donc moi, ce que je veux savoir, c'est donc est-ce que à Solidaire, vous pensez que la bonne stratégie, c'est de dire on veut le retrait de la réforme, la contre-réforme des retraites, ou est-ce qu'en fait, il ne faut pas aller plus loin et dire nous, on veut la retraite à 50 ans, à 55 ans, et donc, le compromis, il est à 60 ans, soyons tous et tous raisonnables. Vous voulez 64, on veut 55, on fait un compromis à 60, ou même, nous, on veut 50, le compromis sera à 55. Mais disons, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher ce genre de mobilisation-là, de demander d'être exigeant beaucoup plus pour qu'à la fin, le compromis soit acceptable, quoi. Si on va direct... voilà. Oui, je pense que c'est intéressant effectivement de se poser la question comme ça en termes stratégiques et en termes de ce qu'on veut vraiment, parce que de toute façon, à Solidaire, on ne défend pas seulement l'abrogation de cette contre-réforme des retraites. De toute façon, pour nous, c'est au plus tard 60 ans la retraite, 37 annuités et demie maximum. Et effectivement, on est pour le partage du temps de travail et des richesses. Donc ça veut dire qu'on souhaite aller plus loin, bien sûr. Après, il y a des étapes. Et il faut réfléchir si stratégiquement on doit annoncer tout de suite ce qu'on veut, à savoir peut-être travailler 2 ou 3 jours par semaine maximum, partir à 50 ans si c'est possible. Ça, ce serait vraiment super. C'est des projets de société sur lesquels on peut vraiment travailler. Ensuite, on est sur les retraites, on est dans une dynamique intersyndicale qui a été quand même assez forte et rarement vue. Qui a posé, je pense, des problèmes stratégiques, mais qui a énormément apporté aussi. Donc, sur la communication qui peut se faire au niveau national par Solidaire, il y a eu cette limitation aussi de devoir obtenir un consensus. Et c'est la façon dont on fonctionne. Nous, on fonctionne au consensus.
Ça ne veut pas dire qu'on est tenu de rester pour toujours dans cette large intersyndicale. Et quand je dis qu'on veut impulser des dynamiques par le bas aussi, ça veut dire que c'est aux unions syndicales solidaires locales de faire remonter aussi le fait qu'on veut aller plus loin, bien sûr, et qu'on a les forces pour. C'est nous qui devons impulser les choses, et c'est comme ça que ça se passe dans notre syndicat. Donc il faut être plus fort sur le terrain, et effectivement, comme tu dis, élargir la fenêtre d'Overton pour pouvoir après construire le rapport de force et aller vers une négociation en fait qui pourra tourner à notre avantage, bien sûr. Tu souhaitais rajouter quelque chose ou je peux continuer? Non, c'est bon. Ouais, je peux. Du coup, après là, je vais rebondir sur la Poste. Nous ici dans le village où habitent mes parents, donc c'est Mézin dans le Lot-et-Garonne. La Poste est menacée de fermer. En fait, la Poste veut se désengager. Mais l'avantage qu'il y a à la campagne, c'est que la mairie peut s'opposer à la fermeture du bureau. Parce que continuité de service public, ils n'ont pas le droit d'être à plus de X kilomètres d'un bureau de poste. Et donc, tant que le maire peut s'opposer, enfin, si le maire s'oppose, ça fermera pas. Donc, il y a un collectif d'habitants et d'habitantes qui s'est monté avec des syndicats, etc., des militants politiques et tout ça. Et pour l'instant, ils arrivent à faire suffisamment pression pour que ça ne ferme pas. Donc, moi, je veux leur donner un tout petit peu de visibilité ici, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent d'un bureau de poste en ville où là, j'imagine que les arguments à mobiliser vont être un petit peu différents, quoi. Oui, c'est sûr que là, tu as plein d'arguments qui vont différer en fonction des l'UET. Je ne sais pas si Fred ou Bruno, vous vouliez réagir à ça. C'est vrai qu'il y a des points postes aussi, mais on le voit très bien que, par exemple, si on prend la mairie de Vouneuil-sous-Béarn qui est concernée par la restructuration du bureau de poste, on voit très bien qu'elle a des horaires d'ouverture qui sont très réduits par rapport à ce que souhaitent les citoyens et les citoyennes. Aller poster un courrier, faire une démarche postale, on ne peut pas le faire en semaine lorsqu'on travaille, lorsqu'on étudie même pour les étudiants. Donc un vrai service public de proximité avec du personnel qualifié, c'est ce qu'on réclame, hein. C'est ce que souhaite la population. Oui, c'est sûr que quand un bureau de poste est ouvert entre 16h et 16h15, ça laisse peu de temps d'aller déposer son colis Vinted. Et donc, c'est ça, le Solidaire donc, se bat pour un service public au plus près des citoyens. En plus du service public, il y a toute la prévention santé qui est bien souvent au devant des thématiques apportées par Solidaire. À Poitiers, enfin dans la Vienne même, on a eu l'an dernier des réductions de budget par rapport à la prévention 86. C'est quoi la prévention 86 et en quoi est-ce que ça a impacté la population locale, cette réduction de budget faite par la préfecture ? Alors, c'est une réduction de budget faite par le département, qui est un département à droite, hein, la Vienne. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, le département finance un certain nombre de missions sociales via, en fait, des subventions à des associations. Ce sont les associations donc de droit privé, mais qui apportent, en fait, le service public aux populations. Alors dans le cas du service de prévention, en fait, c'est une compétence qui est obligatoire, mais dont le financement n'est pas obligatoire pour les départements. Donc c'est quand même c'est obligatoire grâce à la jurisprudence en fait. Et donc le financement obligatoire lui n'est pas inscrit dans la loi. Donc il y a eu un définancement au cours de l'année 2024. Donc en cours d'année, il a fallu redéployer en fait les équipes. Ça fait 3 secteurs dans la Vienne qui n'étaient plus couverts, à Châtellerault et à Poitiers. Dont le secteur de Bellejoine, le secteur des Trois Cités et un secteur à Châtellerault. Donc la prévention, c'est les éducateurs de rue qui vont au-devant d'une population extrêmement large, des jeunes, mais pas seulement, et qui peuvent en fait leur apporter un accompagnement vraiment inconditionnel
Voilà, il ne faut pas faire partie d'un dispositif particulier, voilà, pour pouvoir discuter avec un éducateur de rue et qui puisse accompagner la personne dans une démarche administrative, dans une recherche d'emploi ou tout simplement réfléchir à un projet de vie. Donc ça, c'est vraiment les éducateurs de prévention, ils vont au-devant des plus fragiles. Donc c'est vraiment très grave, en fait, ce définancement. Ça a été le gros combat en 2024, pour le moment, qui n'a pas abouti à une victoire. Il y a une grosse question qui se pose en 2025, parce qu'on ne sait pas si le département va tenir sa parole de ne pas réduire encore ce budget. Donc là, il l'avait réduit de combien à peu près Il l'avait réduit de 25%. Ok. Donc voilà. ça enlève déjà ça enlève combien de personnel? Ça enlevait ça enlevait 5 postes, en 5 fait. Postes. Ça enlevait 5 postes sur 20, donc c'est énorme. Voilà, et donc les seuls lieux concernés, en fait, c'est Poitiers et Châtellerault, mais c'est quand même le service de tout le département. Et il pourrait y avoir d'autres quartiers politiques de la ville, à d'autres endroits, à un moment, qui auraient besoin d'être couverts par le département. Si on supprime, voilà, s'il y avait des quartiers politiques de la ville ailleurs, il pourrait y avoir un besoin qui s'exprimerait. Manifestement, le département ne tient pas à couvrir ces besoins. Et là, dans le même secteur social, le département continue à définancer des choses. Et là, on parle par exemple des contrats jeunes majeurs. Donc, pour faire rapide, les contrats jeunes majeurs permettent de continuer à accompagner dans leurs projets des jeunes qui étaient auparavant des mineurs non accompagnés, donc des jeunes migrants qui sont arrivés seuls sur le territoire français et pour lesquels l'État a l'obligation, en fait, d'assurer un accompagnement et des moyens de vie, d'études, d'accès à la santé, d'accès aux droits, etc. Évidemment, à 18 ans, on le sait tous, les jeunes Français et Françaises sont rarement totalement autonomes à 18 ans. Les jeunes migrants et migrantes ne le sont pas plus et ils n'ont pas de soutien familial. C'est le principe même. Donc, il y a des contrats jeunes majeurs. C'est un dispositif national. Et le département de la Vienne a décidé que les contrats qui peuvent aller jusqu'à 21 ans, eh bien, désormais, a priori, ils n'iront plus que jusqu'à 20 ans. Sauf, voilà, peut-être dans certains cas, ce sera possible de négocier. Mais donc, voilà, il faudrait qu'à 20 ans, tous ces jeunes qui ont des parcours extrêmement difficiles, des histoires de vie vraiment traumatisantes et qui n'ont pas l'appui d'une famille, sur place, en fait, vont devoir ils peuvent se retrouver, en fait, à la rue, hein, vraiment, à 20 ans, se retrouver à la rue, alors qu'ils ont peut-être un projet d'emploi, peut-être la possibilité, s'ils continuent à être accompagnés, d'obtenir un titre de séjour. Et là, en fait, la rupture du contrat, ça peut vraiment les amener à re-questionner complètement leurs possibilités sur le territoire français. Donc c'est absolument dramatique. Et en plus, ça met les travailleurs du secteur social dans une situation abominable qui est que, au lieu de faire le travail qui est d'accompagner, c'est vraiment l'essence même de leur travail, on leur demande de trier des populations en disant « bah oui, lui, on peut arrêter son contrat, lui, non, etc. » Voilà. Oui, en fait, il y a la même logique que ce dont il se passait à l'hôpital public, où maintenant les médecins étaient obligés de trier les importances. Maintenant, ça va être la même chose. Oui. On va devoir trier les endroits les plus compliqués à aller gérer. Et du coup, ça met plein de gens sur le carreau. En fait, c'est dans une logique totalement libérale, hein, c'est-à-dire débrouille-toi par toi-même. Ou j'espère pour toi que tu es né dans le bon quartier, sinon c'est fini. Yurigan, tu voulais rajouter quelque chose avant la pause musicale? Ouais, bien sûr. Là, on parle quand même, effectivement, hein, tu l'as très bien dit, on parle d'enfants en fait qui arrivent sur le territoire français sans parents, donc c'est pour ça qu'on dit mineurs isolés non accompagnés là. C'est des gens qui du coup ont traversé la Méditerranée. Enfin, ils ont vécu des choses qui sont difficilement imaginables pour des Français comme nous qui sommes nés à l'hôpital, qui avons grandi, qui sommes allés à l'école, etc. Enfin, qui mangeons à notre faim, etc. C'est des situations extrêmement précaires. Enfin, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent là à essayer de se projeter mentalement, d'essayer d'imaginer ce que ça peut être comme parcours de vie. Et vraiment, ça questionne notre humanité, quoi. C'est-à-dire que on est un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. Moi, je le rappelle vraiment, c'est aller regarder les chiffres. On est 3 à 4 fois plus riche que dans les années 50 quand on fait le PIB par habitant et qu'on tient compte de l'inflation. Donc vraiment, on génère un argent que la France n'a jamais généré dans son histoire. On est plus riche que jamais
Et donc, c'est vraiment questionner notre humanité, notre rapport à est-ce que on veut collectivement prendre en charge, faire en sorte que les gens qui ont fui des conditions de vie qu'ils considéraient comme étant inhumaines, parce que quand on se met à traverser la Méditerranée, à risquer sa vie, traverser les Alpes à pied, l'hiver, etc., c'est qu'en fait, les conditions de vie dans lesquelles on était, on considère qu'elles sont pas tenables, sinon on part pas. Donc, est-ce qu'on considère que ces gens-là qui ont fait cette démarche-là de risquer leur vie littéralement, est-ce qu'on prend un peu de notre richesse collective pour juste leur permettre de vivre, en fait? Enfin, effectivement, il y a essayé de faire en sorte qu'ils s'insèrent dans la société, mais même au-delà de ça, c'est juste, est-ce qu'on prend pour leur donner un toit? On n'est pas submergé, quoi. Faut arrêter avec ce délire. Et en plus de ça, les logements vacants, etc. Enfin, on a et l'argent et la place disponible, etc. Il y a aucun souci. C'est est-ce que le capital veut ou pas faire une concession aux migrants et aux personnes qui sont dans la rue, aux SDF, etc., qui seraient des Français comme vous et moi. Pour l'instant, la réponse, elle est claire, elle est non. Quand Macron a dit en 2017, d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de SDF, on a vu le résultat, le nombre de SDF a explosé. C'est un choix assumé, c'est un choix politique. Donc voilà, moi je voulais faire ce petit coup de gueule depuis mon bureau ici. T'as bien raison, de toute façon, mais ça va être des luttes à mettre en place, hein, tout ce qui est accueil de migrants dans les années à venir, et surtout ouvrir les portes, quoi. Accepter le fait qu'il y ait des gens qui viennent s'installer et qui parfois ont pas de revenus, ont pas forcément de projet, vu qu'ils sont complètement perdus. Mais encore une fois, ceux qui mettent en place cette logique-là, c'est parfois des gens qui, on va parler tout à l'heure du RSA par exemple, n'ont jamais touché de revenus précaires, ou qui n'ont jamais côtoyé de personnes qui avaient des difficultés dans la vie. Donc ils sont dans leur fameuse bulle auto-centrée et ils n'arrivent pas à s'apercevoir du reste. On est parti sur la petite pause musicale. Ouais, la transition est un peu brutale, je le concède. Robin, je t'invite vraiment à présenter la chanson que tu as plus que tenu à vouloir mettre en avant. Voilà, je te laisse présenter cette belle chanson. Alors c'est une chanson de la bonne époque de Renaud, quand il embrassait pas encore un flic, qui s'appelle Elle est facho, qui est sortie sur l'album Rouge Sang. Ah ouais, tu vas faire toute la discographie. On fait toute la disco. Là, faut qu'il achète son Ricard, faut lui acheter ses albums là. Voilà. Et ouais, et du coup, elle parle des personnes, des normies dans la vie de tous les jours qui votent extrême droite et qui s'en insurgent pas eux-mêmes. Bien dit. Écoutez, on est parti pour Aller Facho par Renaud, et on revient dans 3 minutes 30, quelque chose comme ça, pour continuer à discuter des luttes à venir et du RSA sur Radio Pulsar. Vous êtes bien dans l'émission Poitou Pop. Il est 19h31 et tout de suite, c'est Renaud, Aller Facho. De la fête de l'UMA, elle est contente, elle a vu de Johnny, elle a rôdé de ci de là, dans tous les stands du parti, les posters de Che Guevara, l'on a eu sa dose aujourd'hui. Faut dire qu'elle serait plutôt de l'autre côté du drapeau, plus CIA que KGB, et plus Pinochet qu'Allende. Faut dire qu'elle est con comme un veau, elle est facho. Et où elle est faite populaire, après tout, c'est pour tout le monde. C'est pas écrit sur son impair qu'elle adore la bébête immonde. Vaut mieux car dans cet univers, elle pourrait bien se faire tondre. Ça serait dommage car sa crinière de cheveux blonds, elle en est fière. Arienne jusqu'au fond des yeux, ça détonne dans sa banlieue. Elle aime aussi sa blanche peau, elle est facho. Elle voit partout les bolcheviks, elle imagine des complots contre l'ordre, contre les flics, contre l'église et le drapeau. Elle voue une haine chronique à la télé et aux journaux. Elle conchit les politiques, les jeunes qui vont à follow, et les mœurs pas très catholiques, et les PD et les migos. Elle rêve d'un ordre nouveau, elle est facho. Elle a surtout la nostalgie du sabre et du goupillon, de la nation, de la patrie, débarrassée de l'immigration, dit que l'ancien temps était béni, comme disent la plupart des cons. Regrette le temps des colonies,
de la peine de mort légalisée, de l'avortement interdit, et maudit les jeunes filles voilées. Et elle lit National Hebdo, elle est facho. Je lui souhaite qu'un jour, si elle a un môme, il se retrouve à 18 balais, plein d'éducation et de diplômes, d'idées rebelles, d'humanité, et qui lui disent tes vieux discours manquent singulièrement d'amour. Qu'il rajoute à la triste dame, reste donc le nez dans ta merde. Je suis amoureux d'une musulmane, je vote écolo et je fume de l'herbe. Espérons que ça lui fera la peau à la facho. Espérons que ça lui fera la peau à la facho qui vote Sarko. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Et oui, debout les damnés de la terre, vous êtes toujours sur Poitou Pop et on est reparti pour une deuxième partie d'émission et on voulait continuer cette discussion autour donc on parlait de la PREV 86 qui aide les mineurs et pas que les mineurs, la PREV 86 aide tout le monde, mais on va rester sur la question des mineurs justement avec ce conflit qu'il y a à Audacia, donc les rencontres médiatisées par enfants qui pourraient ne plus avoir lieu faute de budget, je crois. Oui, alors c'est ça. À Audacia, en fait, il y a un service qui assure les rencontres médiatisées entre les parents et les enfants. C'est-à-dire quand les parents n'ont plus le droit, en fait, ils n'ont plus la garde de leurs enfants et ils n'ont pas le droit de les voir en dehors de la présence d'un tiers. Il y a des professionnels dans un service d'Audacia qui permettent ces rencontres, qui permettent l'accueil de ces familles et qui facilitent en fait ce contact entre parents et enfants. Et c'est le seul lieu. C'est le seul point rencontre en fait dans la Vienne. Donc si ce service ne peut plus fonctionner faute de moyens et faute de conditions de travail suffisamment correctes, il n'y aura plus de rencontres médiatisées dans la Vienne. Voilà, ce sera fini. Donc le conflit est en cours. Il y a un rendez-vous demain matin, donc il y a une grève, et il y a un rendez-vous demain matin pour aller soutenir les salariés de ce service. Donc c'est devant le siège d'Audacia, entre 8h et 10h. C'est 6 place Sainte-Croix, donc derrière la cathédrale, en face du baptistère Saint-Jean. Voilà, c'est facile à trouver. Et vraiment, ce serait sympa d'aller soutenir ces salariés qui se battent en fait pour permettre à des familles de garder le lien. C'est hyper important et pour les parents et pour les enfants et pour les conditions de travail des salariés. C'est surtout qu'il faut soutenir, vu qu'on constate là, au fil de la discussion que tout ce qui est santé est vraiment complètement abandonné. Il y a de moins en moins de budget, moins en moins de personnes et les gens se retrouvent complètement seuls à eux-mêmes. Donc tu m'as dit c'est demain à 10h ? C'est demain entre 8h et 10h. Entre 8h et 10h. Et effectivement, là, c'est le secteur social, mais le secteur médico-social, ça va pas mieux. L'hôpital est en crise. Le truc, c'est qu'à l'hôpital, pour le moment, à Poitiers, la lutte n'a pas encore pris forme. Mais c'est en cours, on y travaille. C'est en cours. Donc, en même temps que tout ce qui est crise du médico-social, du social, il y a aussi tout ce qui est crise, on va dire, l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État et qui pourrait servir justement au médico-social, au social. Et ça, c'est avant tout dû à la fraude fiscale qui bat des records de jour en jour. Et Bruno, justement, par rapport à la fraude fiscale, c'est quoi la position de Solidaire là-dessus ? Par rapport à la fraude fiscale qu'on estime dans un de nos syndicats de Solidaire Finances Publiques, on estime la fraude et l'évasion fiscale entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai du mal à me représenter le nombre de billets que ça peut faire. Ça fait des sacrés paquets, ça fait des sacrés billets de 10. C'est incroyable. Et quand on voit aussi que la fraude à la TVA, c'est-à-dire la TVA, c'est quand vous allez acheter par exemple votre baguette de pain le matin, puis il y a une taxe... Et là-dessus, 15 milliards d'euros de fraude en 2019, selon la Cour des comptes. Et selon l'INSEE, en 2022, c'est estimé à entre 20 et 25 milliards d'euros de gens qui ne reversent pas cette taxe qu'ils collectent. C'est-à-dire c'est surtout des entreprises qui se montent et qui disparaissent et qui sont spécialisées dans cette fraude. Donc, parallèlement à cela,
l'administration qui gère justement cette lutte contre la fraude est démantelée depuis des années. Les finances publiques ont perdu 30% de leurs salariés, de leurs agents depuis 20 ans. Donc on voit très bien que les moyens sont de moins en moins mis pour combattre ce fléau. Ouais, donc en même temps que justement les moyens sont enlevés de là, il y a de l'argent qui part des caisses de l'État. Et donc ça me permet de rebondir par rapport à notre seconde thématique. Étant donné qu'il y a de l'argent qui part de l'État et qu'actuellement l'État est en mode on veut faire des économies, et donc comment faire des économies, montrer que les gens méritent d'avoir des aides. Il y a cette nouvelle réforme du RSA qui a vu le jour. Donc aujourd'hui, pour toucher le RSA qui est à peine à 600 €, il me semble, maintenant il va falloir travailler 15 heures par semaine ou montrer qu'on est en recherche active d'emploi ou montrer que vraiment on est vraiment intéressé pour rentrer dans le monde du travail. Il y a une sorte de misérabilisme qui est mis en place par le gouvernement. D'ailleurs, il y a la ministre du Travail qui avait dit qu'elle voulait que les gens se sentent fiers d'aller travailler et que c'est justement pour ça qu'ils avaient mis en place le fait qu'il fallait montrer qu'on voulait travailler au moins 15 heures par semaine. Et au passage, quand ils font les calculs, les personnes qui se retrouvent au RSA et qui vont devoir se retrouver à travailler 15 heures se rendent compte qu'en fait, ils vont toucher beaucoup moins que le SMIC pour le même temps de travail. Alors, dans le syndicat solidaire, quelles sont les idées mises en place, les idées qui sont promues pour lutter contre justement cette réforme du RSA qui touche une majeure partie des plus précaires, des travailleurs et des travailleuses les plus précaires? Alors, par définition, en fait, la plupart des personnes qui sont au RSA ne sont pas syndiquées parce qu'en général, on se syndique parce qu'on a un travail salarié. Donc, c'est pas forcément le gros de nos adhérents et adhérentes qui va connaître la situation d'être au RSA. En revanche, on s'intéresse bien entendu à la situation puisque pour nous, toute la société nous concerne. On est un syndicat de transformation sociale. Donc, on a évidemment une position sur le RSA. Et déjà, la première chose qu'on tient à dire, c'est que le RSA, en fait, c'est une transformation et un dévoiement du RMI qui avait été pensé. Le RMI, c'était le revenu minimum d'insertion. Donc, c'était bien pour permettre à des gens de s'insérer socialement. Et le but n'était pas nécessairement de les faire travailler. Il y a des gens pour qui l'insertion va passer pour le travail. Et il y a d'autres personnes pour qui l'insertion va passer par d'autres vecteurs, en fait, que le travail. Tout le monde ne peut pas travailler en fonction de sa situation de santé, de sa situation familiale, etc. Et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler. Et ça, c'est quand même un choix qu'on a le droit de faire, de ne pas forcément travailler. On peut choisir de vivre différemment. Et nous, on ne pense pas à Solidaire qu'il faut obliger les gens à travailler. En revanche, on pense que tout le monde doit pouvoir vivre dignement. Donc, on est évidemment... vous l'aurez compris, pas du tout d'accord avec cette énième évolution du RSA qu'on trouve absolument dramatique. Mais c'est Yurigan. Bruno, tu voulais prendre la parole, pardon. Oui, moi je voulais rajouter que c'était une expérimentation qui a eu lieu dans certains départements précédemment, et même si on voit les politiques qui s'occupent de ces départements, la Seine-Saint-Denis, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, pour ne citer qu'eux, ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas cautionner ce système parce que c'était inadmissible de conditionner une allocation à un travail qui est sous-rémunéré, qui est même pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une rémunération au SMIC. Donc pour nous, à Solidaire, ça revient à exploiter la précarité pour satisfaire les patrons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Yurigan, juste avant de te donner la parole, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Fred. C'est le fait que les gens qui parfois se retrouvent au RSA sont aussi parfois mentalement, vu qu'on n'en parle pas assez, sont parfois au fond du trou. Et parfois, ils ont justement besoin de souffler, de se retrouver avec eux-mêmes. Et c'est là où tu disais que on peut avoir le choix de ne pas forcément travailler. C'est que parfois, non seulement c'est un choix, mais c'est aussi une nécessité, vu que le travail peut bouffer les gens de l'intérieur. Et donc le RSA, alors même que pourtant c'est que 500 €. Donc déjà, les gens à 500 €, les pauvres tombent bien souvent plus souvent malades que les riches.
riches parce que ils sont pauvres. Et quand tu es au RSA aujourd'hui, déjà tu sors plus, tu te casses de tes liens sociaux vu que les gens se retrouvent à aller au bar ou au restaurant et toi tu te dis j'ai que 600 € par mois, ça va être compliqué pour moi. Donc déjà ça te met en retrait de la société. Et maintenant, en plus d'être un marginal, tu dois travailler 15 heures et prouver que tu as le droit d'être un marginal. On te laisse dans ton coin avec 600 €, mais au moins tu as prouvé que tu étais sympa, on t'a mis une petite claque sur l'épaule et c'est parti. Yuri Grant, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rappeler ce qu'avait dit la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui avait dit, donc ça date du 19 décembre 2024, elle a jugé que cette mesure était attentatoire aux droits humains, à savoir que, en particulier, le droit à des moyens convenables d'existence qui sont prévus dans le préambule de la Constitution de 1946. Donc, je cite, on a toutes et tous droit à une insertion sociale et professionnelle librement choisie. Et donc, non, ça c'est dans la Charte sociale européenne, pardon. Dans la Constitution, c'est donc les moyens convenables d'existence. Donc, la Constitution, elle dit que, et c'est confirmé par l'Union européenne, on est censé avoir le droit de vivre, en fait, juste, voilà, on est sur Terre, on a toutes et tous le droit de vivre. Et en fait, assujettir cette aumône, parce que 640 € par mois, c'est, enfin, moi, j'invite les gens qui pensent que les gens au RSA profitent, mettez-vous à 650 € par mois et puis on vous regarde. Et pendant un an, pas seulement pendant un mois, comme ferait François Ruffin avec Salman, pas juste un mois. Mettez-vous bien un an dans la précarité totale. On va bien voir comment est-ce que vous allez rigoler à la fin de l'année. Ça va être un sacré moment. Et donc, vraiment, encore une fois, le pays a jamais été aussi riche, quoi. Alors, je sais bien que la dette, elle fait que exploser, mais la dette, elle ne fait que exploser parce que les plus grandes fortunes de ce pays n'ont jamais été aussi riches, ne se sont jamais autant enrichis. En fait, on peut vraiment faire un transfert assez net. La dette qui se creuse, les riches qui augmentent à peu près du montant que la dette se creuse chaque année. Moi, ce que je voulais appuyer, donc vous savez, moi j'adore les chiffres. On commence à le remarquer. En 2024, il y avait 1,8 million de bénéficiaires du RSA. Donc maintenant, ils vont toutes et tous être inscrits à France Travail, puisque c'est plus Pôle emploi. Et donc, ils vont venir se rajouter aux déjà 5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc en réalité, il y en a qui étaient déjà inscrites. Et donc, on va passer d'à peu près 5 millions à 6,2 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Et quand on prend les personnes qui sont en catégorie A, donc c'est 2,8 millions de personnes qui sont sans emploi, puisqu'à Pôle emploi, il y a des gens qui ont un emploi mais qui ne sont pas satisfaits, qui sont inscrits. Enfin bref, vous irez voir. En gros, 2,8 millions de personnes plus les 1,2 qui n'étaient pas inscrites à Pôle emploi, ça fait du coup maintenant 4 millions de personnes sans emploi qui sont référencées. Et donc, on a 4 millions de personnes pour 500 000 postes vacants environ. Donc ça, c'était en 2024 donc c'est les chiffres de l'État. Donc on a 500 000 postes vacants pour 4 millions de personnes. Donc il y a un poste pour 12. Donc en fait, même si demain vous arrivez à retrouver du travail vous arrivez à combler ces postes-là, parce que dans ces 500 000 postes, souvent c'est des postes à des contrats de 1 jour, des contrats d'une semaine, c'est loin de chez vous, etc. Enfin, il y a des raisons matérielles pour lesquelles les 500 000 postes ne sont pas occupés en réalité. En général, c'est des postes mal payés aussi, les postes qu'on n'arrive jamais à pourvoir. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, si on les pourvoit, derrière, il reste encore 3,5 millions de personnes qui n'ont pas de travail. Donc en réalité, la réflexion, elle est beaucoup plus globale et c'est vraiment une question de partage de la richesse. Enfin, même moi, j'aime pas trop ce mot de partage, mais il y a une vraie réflexion globale à avoir sur comment on fait pour que le capital n'arrive pas à se remplir les poches de jour en jour toujours plus, et pour qu'on ait encore 3,5 millions de personnes qui ont besoin de travailler et qui peuvent pas en fait. Et bien là, on pourrait rebondir sur l'idée qu'avait Bernard Friot de vouloir mettre le salaire à vie. Il disait que le système n'était pas uniquement une allocation de subsistance. Il était en mode, il faut vraiment un revenu associé à tout ça, celui du travailleur citoyen, comme je me l'étais noté lorsqu'il l'avait mis dans son livre.
voilà, lui, il était en mode un salaire à vie qui remplacerait donc le système actuel, avec justement une sorte de démocratie un peu économique. Quand on met un salaire à vie, bien entendu, comme ça part par des cotisations, c'est directement l'ouvrier qui un peu gère la manière dont est redistribué tout ça. Et en fait, c'est ça le fin mot du RSA, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens arrivent à vivre, arrivent à se retrouver, à se resituer dans une société qui les étouffe continuellement et qui les oppresse continuellement, tout en essayant de garder un côté, une liberté qui vient directement avec les finances et avec l'argent que tu as en poche. Et sans argent, tu n'as pas de liberté. Et sans liberté, c'est compliqué de pouvoir rebondir et de se reconstruire une vie. On va bientôt passer sur la chronique d'Arthur, mais avant ça, il faudrait qu'on finisse avec les dates importantes à venir, de lutte sociale qui sont à venir, qui sont à aller conquérir, à aller grignoter chaque jour auprès de la bourgeoisie. Donc demain, entre 8 et 10 heures, il y a rendez-vous devant Audacia, c'est ça ? C'est ça, 6 place Sainte-Croix. Et puis Bruno, je crois, a un rendez-vous à redonner pour Poitiers-Libé, pour la défense du bureau de poste de Poitiers-Libé. Oui, vu que les défenses de bureaux de poste sont toujours d'actualité. On pense parfois que c'est fermé et que c'est fini, mais parfois même quand c'est fermé, on peut se battre pour que les choses restent ouvertes. Et il faut toujours garder en tête que aujourd'hui, lutter, c'est avant tout du rapport de force. Rien se fera par uniquement des réunions en petits comités dans des petits bureaux, mais tout se fera par la lutte et par le rapport de force. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser et sortir dans la rue quand on vous le demande. Donc rendez-vous pour le bureau de poste de Poitiers Libération samedi prochain, 11 janvier à 10h30, devant le bureau de poste qui est situé 91 avenue du 8 mai 45 à Poitiers. Il y a un magasin Super U c'est facilement trouvable. Ouais. Il faut se mobiliser parce que c'est un service public et s'il commence à fermer celui-ci, les autres suivront. Surtout que la fermeture des bureaux de poste, c'est important, vu que vraiment, aujourd'hui, l'administration arrive avant tout par la poste. Donc, quand on ferme des bureaux de poste, ça devient déjà compliqué de juste se renseigner vis-à-vis de son administration. Donc, après, c'est les huissiers qui viennent toquer à la porte et ça, c'est vraiment pas cool. Et on peut finir donc avec cette note de lutte. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre participation, mais on n'en a pas fini parce que Arthur, comme toutes les 2 semaines, nous promet des moments où voilà, il nous ramène sa connaissance cinématographique. Et cette semaine, tu voulais nous parler d'un film des plus classiques. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Alors j'ai beaucoup réfléchi au film dont j'allais parler cette semaine, et pour commencer du coup cette nouvelle année. Et je me suis dit finalement, pourquoi ne pas clôturer 2024 en parlant du meilleur film paru cette année-là ? Alors j'entends déjà tout le monde venir me dire l'appréciation d'un film est subjectif. Ne vous inquiétez pas, j'en ai conscience. Mais bon, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Puis c'est mon anniversaire, donc autant me faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, on va quand même parler d'un film de gauche, La Zone d'intérêt, du réalisateur anglais Jonathan Glazer. Alors la zone d'intérêt, ça suit la vie du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et de sa femme Hedwige, qui s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin, juste à côté du camp. C'est inspiré d'un livre, lui-même basé sur des faits réels. Mais avant de vous en dire plus sur le film, il faut que je vous parle de Jacques Rivette. Jacques Rivette était un critique de cinéma et réalisateur français, décédé il y a de cela bientôt 9 ans. Et dans les cahiers du cinéma, ce dernier avait fait une mauvaise critique du film Capot, sorti en 1959. Mais pas une mauvaise critique genre « c'était pas ouf ». Non, vraiment une critique où il avait incendié le film, et en particulier un plan de celui-ci. Son texte s'appelait « De l'abjection », et il critiquait particulièrement un travelling sur le corps sans vie d'une déportée. Pour le citer, l'homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadavre final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. Jacques Rivette, avec cette critique, pose le débat sur l'éthique de la représentation des camps de la mort au cinéma. Peut-on décemment et objectivement représenter les camps de la mort sans esthétiser avec les outils de la mise en scène ? La zone d'intérêt prend non seulement de ces critiques, mais en plus innove. Le film est sur les camps de la mort alors que nous ne les voyons jamais. Ils sont constamment dans le hors-champ. Seule l'ambiance sonore nous laisse imaginer l'horreur. Tout ce que nos yeux voient, c'est une famille essayant d'avoir une vie des plus prospères et banales. Ils entendent tout. Ils savent ce qui se passe, mais ils oublient. Du moins, ils essayent pour avoir la conscience tranquille. Le film tombe parfaitement avec l'actualité. Les massacres à Gaza, ça fait plus d'1 an qu'ils ont lieu. Pourtant, à côté, ils essayent d'avoir une vie normale et d'oublier la misère à leur porte.
Mais c'est pas seulement avec l'actualité que le film résonne. C'est aussi avec notre vie de tous les jours. On sait individuellement qu'il y a plein d'horreurs dans le monde. On est informé de tout ça, pourtant on passe à autre chose pour essayer de vivre heureux. L'être humain a cette capacité horrible de pouvoir ignorer. La misère est tout autour de nous. Où en serait-on si on pensait à tout ça, tout ce qui se passe dans le monde ou même dans notre quartier H24 ? C'est à cette cruauté que le film de Jonathan Glazer s'attaque. Et ça rend le film compliqué à regarder, ou du moins à entendre. La portée politique du film est tout à fait intentionnelle pour le réalisateur. Il dira même lors de son discours, après avoir remporté l'Oscar du meilleur film étranger, qu'il refuse que sa judéité ou que l'Holocauste soit utilisé pour justifier les massacres en cours à Gaza. Discours qui a mis du temps à sortir sur la chaîne YouTube des Oscars, on se demande bien pourquoi. Si vous voulez regarder La Zone d'intérêt, il est actuellement disponible sur la plateforme de Canal+, ou sinon, piratez-le. Et petit plus pour les cinéphiles qui nous écoutent et qui ont un compte Letterboxd comme tout bon cinéphile, vous pouvez y retrouver une liste des films traités dans la chronique Cinémarx, mise à jour à chaque émission. La liste s'appelle la chronique Cinémarx Poitou-Pop. Voilà, n'hésitez pas à suivre la liste. Merci beaucoup pour cette recommandation. Je tiens vraiment à dire que ceux qui ont un compte Letterboxd, je les considère autant fous que ceux qui sont dans la doctrine de Karl Marx et qui te citent le capital, telle ligne et telle page. Et voilà, je te considère vraiment comme un zinzin du cinéma. Et c'est vrai que la problématique de comment est filmée la Seconde Guerre mondiale et la déportation, etc., ça a souvent été un débat. Et un jour, il faudrait qu'on en fasse une émission de comment est-ce que tout ça fait. Par exemple, à la fin, on se retrouve un peu à avoir de la peine pour le nazi parce que forcément, tu t'attaches à un personnage quand tu regardes un film. C'est d'ailleurs le but du film, de s'attacher à un personnage. Et souvent, ça te fait un petit bien en mode pourquoi est-ce que je suis attaché à un mec là, il est littéralement en train d'essayer de tuer des gens innocents. Et en tout cas, merci beaucoup pour C'est une réflexion très intéressante parce que justement, on peut se poser des questions parfois où on cite souvent la liste de Schindler comme un immense chef-d'œuvre de Spielberg et tout. Mais en fait, quand on l'étudie un peu plus précisément et quand on prend en compte ce genre de critique, ça nous fait revoir le film d'une autre perspective en se disant oui, mais est-ce qu'il esthétise pas un petit peu les camps de la mort pour le cinéma, parce que c'est ça majoritairement la liste de Schindler notamment, mais pour le coup cette critique a refait surface du coup avec la sortie de La Zone d'intérêt et je trouve qu'elle est dans le sujet, dans le thème. Ouais, en tout cas, elle est bien moderne et ça, c'est cool. Merci beaucoup pour cette recommandation. Donc, Zone d'intérêt qui est disponible, je sais pas où, mais sur Internet, sur Canal+, et vous pourrez le retrouver. Et sur Arte VOD aussi, et vous pouvez avoir accès gratuitement à Arte VOD si vous avez une carte à la médiathèque. C'est gratuit. Ça, c'est les informations qu'on n'avait pas. La carte à la médiathèque est payante, mais c'est très peu cher. Et elle vous donne accès à Arte VOD, entre autres. Ok. Et la médiathèque, c'est un service public. Et bien entendu. Et donc, faut utiliser les services publics de proximité. Parce que Canal+, on en parle. Ok, voilà, Bolloré. Mais là, un jour, il faudra qu'on a même. Déjà, j'ai appris récemment que OCB, les feuilles, OCB, Bolloré. Le B était Bolloré. J'étais en mode, mais non, il est vraiment partout, ce fumier. Il est là, il nous épie depuis notre tendre enfance. Et c'est vraiment terrible. Mais ouais, Canal+, mais bon, de toute façon, un jour ou l'autre, Canal+ va s'effondrer, non ? Ça fait pas 10 ans, j'entends, ouais, Canal, c'est la crise totale. Déjà, ils ne diffuseront pas les prochains Césars. Ah ouais ? Ils ont perdu les droits de diffusion qu'ils avaient depuis des années. Mince, des bourgeois qui vont pas diffuser une cérémonie bourgeoise. Quelle tristesse. Ils diffuseront pas non plus les Oscars. Ils se sont fait voler par Disney+ aussi. Disney va diffuser les Oscars. Ouais, on en apprend tous les jours, le monde part vraiment en couille, moi je vous le dis. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci Yurigan pour ta présence dans le Lot-et-Garonne. J'espère qu'il fait beau là-bas. Il n'y a pas de quoi. Il fait pas très beau, non. Il a un petit peu plu aujourd'hui, mais bon, c'est pas très important. Et en tout cas, on vous dit donc rendez-vous demain entre 8h et 10h devant Audacia pour faire en sorte que les familles puissent se réunir quand il y a besoin de médiation. Et c'est jeudi 16, c'est ça ? Samedi 11, devant la Poste avenue de la Libé à 10h30 pour soutenir aussi les services publics parce qu'on a besoin de vous. Et donc n'oubliez pas, syndiquez-vous, allez vous renseigner. Si vous êtes travailleur ou si bientôt vous allez le devenir, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des syndicats sur vos droits de travail. N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour parce que pendant les vacances de Noël, et j'en ai vu des folies dans mon entreprise, je peux même pas en parler à l'antenne, mais il y en avait vraiment, ils se faisaient rouler dessus, mais vraiment j'étais en mode waouh, c'est compliqué, des bonnes grosses journées de 15 heures là, ça devait être chaud. Enfin bref, on en parlera une autre fois.
Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt autour de cette table pour discuter de nouveaux sujets. Merci Yurigan, merci à moi pour la technique, sous pression mais toujours là. Robin, merci pour ta chronique. Arthur aussi. Bruno, Fred, encore une fois, merci. Merci pour l'invitation. Et on vous dit à dans 2 semaines pour reparler lutte, pour reparler capitale, pour reparler bourgeoisie. Bref, on vous dit à bientôt et c'était Poitou Pop. Au revoir.